Semaine à vous. Ce samedi 9 août 2025, Yopougon a été le théâtre d'une mobilisation politique majeure. Des milliers de militants du PPACI et du PDCI-RDA et bien d'autres partis politiques de l'opposition ivoirienne étaient unis au sein du Front commun en tenant une marche pour proclamer les élections à venir, des élections inclusives et pacifiques avec comme toile de fond la question sensible d'un nouveau mandat du président Alassane Ouattara. Une manifestation autorisée par le pouvoir, saluée par certains comme un signe de maturité démocratique et analysée par d'autres comme une bataille de communication politique. Entre enjeux électoraux, rapport de force, stratégie d'alliance et symbolique d'un pouvoir qui laisse manifester ses opposants. Quel message retenir de cette marche? Quelles conséquences pour la présidentielle de 2025? C'est le débat de ce soir dans Entre deux News avec nos invités. Marcelin Niawa, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sidik. Et puis Eric Bayala, journaliste analyste. Bonsoir, Eric Bayala. Bonsoir, Sidik. Jean-Yves Gay, analyste politique. Bonsoir, Jean-Yves Gay. Bonsoir, Sidik. Et enfin, Gaël Lacroix, analyste sociopolitique. Bonsoir, Gaël. Bonsoir, Sidik. Alors, tout de suite, place au débat. Nous aurons 1 heure durant cette émission pour décrypter, en tout cas, cette actualité de l'opposition ivoirienne. Tout d'abord, Eric Bayala, quelle lecture faites-vous de la marche du Front commun tenue samedi dernier? Bon, ce que je peux dire, c'est que moi, je salue déjà l'esprit républicain des organisateurs de cette marche. Je salue également la mobilisation qu'il y a eu. C'était une très belle mobilisation. C'est à l'actif des organisateurs, notamment des membres du Front commun, qui initialement étaient l'affaire du PPACI et du PDCI. Et chemin faisant, on a vu le Front populaire de Pascal Affi-N'Guessan, on a vu l'UR2 de Daniel Boni-Clavry, qui se sont associés à la marche. Mais au-delà de cette marche, moi, je ne fais pas de fixation seulement sur la mobilisation. Mais ce que je retiens, c'est la manifestation et l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. Permettre à l'opposition de se réunir, d'organiser une telle marche encadrée par les forces républicaines, les forces régaliennes de l'État et permettre à l'opposition de s'exprimer. Cela participe de la maturité de notre démocratie. Et je pense que pour une telle activité, pour un tel élan, pour une telle analyse que nous faisons de la situation, nous pouvons déjà remercier l'ensemble des acteurs politiques, à savoir les opposants qui s'organisent, qui marchent. Et ils ont la possibilité de marcher, en plus non seulement de manifester, de s'organiser, ils ont la liberté de parole, la liberté de ton. Et puis également, on a de l'autre côté, on a un pouvoir en place qui garantit les libertés publiques, les libertés collectives, les libertés individuelles. Et je pense que c'est tout ça qui participe au dynamisme de la démocratie. Bien. Gaël Lacroix, votre lecture de cette marche de l'opposition dans la forme? Oui, merci Sidik. Je veux m'intéresser au contexte même dans le contexte qui a prévalu, qui a précédé cette marche. On se souvient qu'au départ, le Front commun avait prévu sa marche pour le 2 mai. Et le 2 mai, le préfet d'Abidjan avait demandé que cette marche-là soit décalée. Et le 2 mai, malheureusement, il y a eu des incidents à Yopougon. Le 2 août, non? 2 août, merci. Le 2 août, il y a eu un incident à Yopougon, un bus brûlé, un véhicule de police vandalisé, les enquêtes étant en cours, et le décalage après que les responsables du Front commun soient répartis voir le préfet d'Abidjan qui finalement a délocalisé, parce que le site initial c'était de Makori à la présidence. Ils ont délocalisé pour venir à Yopougon et à une autre date. Alors, il faut savoir qu'en ce moment-là, ça portait des risques. Des risques dans le sens où ça pouvait mener à un flop. Parce que certaines personnes seraient démotivées, d'abord par rapport à l'actualité qui s'est passée à Yopougon, plus le décalage de la date. Il pourrait aussi avoir des risques de débordement. Il pourrait y avoir des risques de débordement parce que la marche se passe entre 2 grands partis forts de l'opposition, le PDCI et le PPACI. On a vu déjà ce que le PDCI avait démontré à Cocody lorsqu'il avait pu faire sa marche dans le mois de juin. Donc, ce n'est pas des petits rassemblements qui sont faciles à gérer. Donc, il y avait des risques de débordement. Il y avait aussi des risques d'arrestation parce que ça continuait. Après ce qui s'est passé à Yopougon,
certains cadres du PPACI ont été interpellés, d'autres relaxés. Et puis, bon, on est toujours dans cette actualité-là, des enquêtes qui sont en cours. Donc, ça aurait pu, dans un certain sens, démotiver de ce côté-là certaines personnes de l'opposition. Mais, on a vu une très forte mobilisation historique, malgré toutes ces difficultés. Officiellement, c'est vrai, la bataille des chiffres se fait autour de cette actualité-là, comme c'est de tradition, mais officiellement, certaines personnes, selon les organisateurs, parlent de 150 000 personnes mobilisées, quand les forces de police parlent de 6 000 personnes mobilisées, et puis selon l'Infodrome, 9 000 personnes mobilisées. Ben, c'est clair qu'on ne va pas faire le fétichisme sur les chiffres, mais nous tous, on a vu que c'était une mobilisation forte. La mobilisation s'est bien passée, elle était pacifique, disciplinée. Le message que ces leaders-là voulaient porter, ils ont pu le porter. Cela montre qu'il y a l'expression de leur liberté d'expression et d'opinion. Maintenant, je veux aussi venir sur la position des autorités qui, elles, ont été responsables. On a vu que les forces de l'ordre ont été exemplaires, elles ont bien encadré la marche. Cela aussi montre que l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire est possible. Mais c'est leur rôle. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand les forces de l'ordre sont dans leur rôle, quand les responsables politiques sont dans leur rôle, quand même le pouvoir aussi est dans son rôle de pouvoir ramener les chiffres comment on appelle, à rabaisser les chiffres, tout ça, c'est la compétition. Mais ce que je suis en train de dire, il faut qu'on salue cet esprit démocratique. Quand la démocratie s'exprime, c'est tout ce que l'Ivoirien lambda, c'est de ça que l'Ivoirien lambda a besoin et le ciel n'est pas tombé sur la terre. Bien. Jean-Yves Gué, est-ce que vous notez des satisfactions à certains niveaux ou des déceptions? Écoutez, je salue donc la très belle mobilisation donc, de l'opposition pour cette marche. Ça a été dit, c'est une avancée majeure pour notre démocratie en Côte d'Ivoire. La police note donc autour de 6 000 manifestants, donc c'est à saluer. La marche serait plus belle avec Laurent Gbagbo au devant, avec l'ancien banquier français Tidiane Thiam aussi au devant. Mais je note que c'est une belle mobilisation. Après, on peut s'interroger sur le fond. Donc, quels étaient les défis donc, pour les organisateurs? Est-ce que la marche est organisée pour faire pression au pouvoir en place? Si c'est ça le but, je pense que le but n'est pas atteint. Est-ce que la marche est organisée pour envoyer un signal fort à la communauté nationale et aussi internationale pour dire que l'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas stérile? Oui, elle a été réussie. On peut s'interroger aussi sur le fait qu'aujourd'hui, l'opposition marche pour protester un éventuel 4e mandat d'Alassane Ouattara. Il faut rappeler que la candidature d'Alassane Ouattara relève des militants du RHDP. Donc, il revient à chaque parti politique de s'organiser à l'effet, justement, de proposer un candidat sur la scène. Et dans un état de droit, naturellement, lorsque les candidatures sont portées au devant donc, des spécialistes que sont le Conseil constitutionnel, après, on s'interroge sur la possibilité ou non. Donc, c'est une mauvaise foi de l'opposition de critiquer le choix interne d'un parti politique, d'avoir un jugement de valeur et de fond. Et je vais rappeler encore une fois que la candidature d'un candidat, d'un leader à l'élection présidentielle relève d'un premier temps du parti politique du candidat, puis après du juge qui tranche sur la capacité pour le candidat ou non dans les élections. Bien. Marcelin Niawa, est-ce que pour vous, selon votre lecture, l'opposition a réussi à transformer cette mobilisation en un message politique fort? Merci Sidik. Je pense que dans un pays, ici en Côte d'Ivoire particulièrement, les hommes et les femmes, les jeunes aussi, ont le devoir de redresser les valeurs démocratiques quand les Chines sous le poids de la dictature. Face au refus du pouvoir en place de discuter et de mettre en place les mécanismes d'une alternance démocratique, les citoyens ivoiriens, dans leur grand ensemble, se sont retrouvés le 9 à Yopougon, le 9 août à Yopougon, pour dresser une digue humaine non violente pour assécher les bases de la dictature du RHDP. L'opposition, oui, a réussi. Yopougon, c'était l'unité historique de l'opposition. Yopougon, c'était une image qui renforce la crédibilité du Front commun.
Yopougon, c'était une mobilisation massive, pacifique. Il faut retenir qu'à Yopougon, personne n'a été contraint pour y être. Il n'y a pas eu de distribution de pain, de 2000 francs, de 5000 francs, des sacs de riz. Les gens sont allés d'eux-mêmes dans la joie, on l'a tous vu, pour pouvoir exprimer ce qui était dans leur fond intérieur. Yopougon, c'est un message politique clair. Oui, la dénonciation des dérives démocratiques en Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons entendu, nous avons tous vu, comme tous mes prédécesseurs l'ont dit, il n'y a pas eu un rétroviseur qui a été cassé. Ce jour-là, Yopougon, tous les commerces étaient ouverts. On n'a pas entendu que des gens sont rentrés quelque part pour faire des violences, pour pouvoir faire des casses. Tout ça, c'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. J'ai dit merci aux forces de l'ordre qui ont fait leur travail. Vous allez me dire qu'ils sont payés pour ça, mais il faut quand même leur dire merci. Et aussi les hommes politiques qui ont montré leur responsabilité. Mais là, c'est une occasion pour moi aussi de dénoncer cette attitude du RHDP qui, au début, a voulu discréditer cette marche. On nous avait parlé d'une marche insurrectionnelle. On nous a dit que les gens allaient faire comme le Burkina en 2014. Les gens se sont fait peur. Le 9, ils ont compris qu'il n'en était rien. Ça peut dire qu'avant d'attaquer quelqu'un, il faut savoir à qui tu t'attaques. L'opposition, c'est une opposition qui est responsable. Et comme le président Laurent Gbagbo aime le dire, ceux qui troublaient hier la paix, ce n'est pas eux qui sont dans l'opposition. Donc, c'est pourquoi il y a la paix en Côte d'Ivoire. La paix ne peut pas être troublée parce que c'est ceux qui troublaient la paix aujourd'hui qui sont au pouvoir. Donc, les hommes violents, ce n'est pas dans l'opposition qu'il faut les chercher. Chaque fois qu'on parlera d'une manifestation de l'opposition, il faut qu'on arrive, chaque parti arrive à jouer son rôle. Il faut que le pouvoir en place mette tout ce qu'il doit faire pour que la marche ait lieu. Et l'opposition aussi, en toute responsabilité, va jouer son rôle. Je pense que c'est à cette seule condition que notre démocratie peut se mettre en place. Quelle lecture faites-vous de l'absence de certains opposants? C'est vrai, c'est une marche du Front commun, mais qui a vu le soutien de d'autres partis politiques. On a noté l'absence de Jean-Louis Billon, qui est du PDCI-RDA, de Charles Blé Goudé du COGEP et Awa Domelo, ex-cadre du PPACI. Bon, ce que moi j'ai suivi comme actualité, cette marche a été l'œuvre du PDCI et du PPACI. Et certains opposants se sont invités à la marche, tel qu'Afi N'Guessan, qui a fait la démarche. Nous l'avons vu dans les images au siège du PPACI avec Danou Yégué, qui allait dire qu'il a exprimé sa volonté de vouloir participer à la marche. D'autres hommes opposants tels que la dame Boni Claverie qui est venue, il y a bien d'autres qui sont venus. Mais moi, je pense que lorsque on est démocrate et qu'on se dit que la démocratie est en danger, on n'a pas besoin de se faire inviter. On n'a pas besoin de se faire inviter. Donc, je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour ce plateau, il faudra un jour leur poser la question, pourquoi ils ne sont pas venus volontairement, tel que Afi l'a fait, tel que Boni Claverie l'a fait, tel que Kaye Eric l'a fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a bloqués et ils ne sont pas arrivés à Yopougon ce jour-là? Alors, Eric Bayala, est-ce qu'aujourd'hui, cette marche marque un tournant majeur dans l'unité de l'opposition politique ivoirienne? Bon, je pense que celui qui a une défense idéologique proche de l'opposition vient de clore son propos. Et dans ses propos, déjà, je vais lui opposer ses propres arguments pour dire qu'effectivement, il est très clair que dans cette opposition, absolument, il n'y a pas d'unité. Et ce n'est pas pour demain. Quand on dit que les gens se retrouvent pour marcher contre la démocratie, c'est de quelle démocratie l'on parle? On dit de la dictature. Ah bon, on n'a pas marché contre la démocratie, contre la dictature. Vous dites que quand la démocratie est piétinée, oui, c'est pour cela que vous vous retrouvez. Je l'ai dit, c'est quelle démocratie qui est piétinée pour que vous vous retrouvez? C'est ce que vous avez dit. Le manque de dialogue, voilà, déjà, non, mais justement, le manque de... C'est pas parce que des gens, qu'on appelle ça, vous manifestez un besoin de pouvoir vous adresser, sinon de pouvoir parler avec le pouvoir, que pour l'instant, le pouvoir ne vous a pas encore donné de rendez-vous concret pour en parler, pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que la démocratie ne se résume pas exclusivement dans un dialogue entre le pouvoir et certains partis de l'opposition. Si telle était la définition exacte de la démocratie, mes chers amis, vous et moi ne serons pas ici. La démocratie, c'est l'ensemble des faits
qui permettent à chaque homme de pouvoir s'exprimer librement à divers niveaux. C'est ça. Et donc, le fait que vous, en tant que parti, entité politique, vous n'avez pas encore eu de dialogue, là encore, c'est la manifestation de la mauvaise foi, parce que tout le monde sait que nous sommes au 5e dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Donc, on ne peut pas dire qu'à l'absence d'un dialogue, il y a manque de démocratie. Mais c'est faux. En ce qui concerne les mobilisations, mais moi, je pensais, pour ma foi, que cette mobilisation, qu'est-ce qu'elle révèle véritablement? Mais rien. Les gens se sont retrouvés comme s'ils partaient, comme on appelle ça, pique-niquer. Et donc, c'était un pique-nique à ciel ouvert. Parce que si les rassemblements ou bien la mobilisation aussi massive pouvait faire inscrire le nom de quelqu'un sur une liste électorale, je pense que le président Alassane Ouattara, avec le RDA à l'époque, se serait vu être candidat. Mais que non. M. Tiakone, à l'époque, avait formellement prononcé un verdict interdisant le président Alassane Ouattara d'être candidat, en dépit de toutes les manifestations que le RDA avait eu à mener. Et donc, une manifestation, qu'elle soit grande, gigantesque, multidimensionnelle et multiforme, n'arrive pas à faire inscrire quelqu'un sur une liste électorale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, ce que nous savons, c'est que cette marche, bien au contraire, contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est à l'avantage du pouvoir, qui montre que dans la gouvernance, il y a les libertés individuelles et collectives qui sont garanties. Des gens peuvent sortir chez eux à X heures, se rassembler dans des petits points et converger vers un lieu commun pour aller marcher sans que personne ne soit inquiété ni arrêté. Et là, les forces ont veillé à ce que la liberté de chaque citoyen, de chaque militant de l'opposition soit garantie. Et ça, c'est à l'actif du pouvoir. À côté de cela, quand les gens se retrouvent, les leaders prennent la parole, ils ont la liberté d'expression, la liberté de ton, la liberté d'aller et de venir. Voici des signaux forts qui enclenchent le système démocratique qui est garanti par le pouvoir du RHDP. C'est de ça qu'il s'agit. Et non, le fait de pouvoir se retrouver et dire que parce qu'il n'y a pas eu de dialogue entre un tel et un tel, il n'y a pas de... Mais dans cette même opposition, il y a que certains partis se retrouvent actuellement en pourparlers avec d'autres partis. Mais tout ça aussi, ce sont des dialogues politiques. Donc, il faut qu'on ait suffisamment de bonne foi et de reconnaître qu'on n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Il ne faut pas cacher la main avec le soleil. Je vous ai dit ici qu'on ne peut pas coudre un nouvel habit avec un vieux tissu. Et tous ceux qui se manifestent aujourd'hui ont eu à diriger la Côte d'Ivoire. Ils ont eu pour certains 10 ans. Ils ont géré les affaires. Ils ont tout le temps fui leurs responsabilités, allaient se cacher sur des propos, j'allais dire, qui, ma foi, bon, on va faire doucement, ils ont refusé d'assumer leurs responsabilités. Toutes les fois, non, pendant que nous étions au pouvoir, on a été attaqué, bien. On a été ceci, merci, on a été M. Bayala, ceci. vous aurez encore la parole. Okay. Alors, Eric Gaël Akpa, est-ce qu'on peut parler ici d'un test grandeur nature réussi pour l'opposition à travers sa capacité de mobilisation le week-end dernier? Il est clair que ça n'échappe à personne. Ça a été une grande mobilisation, quel que soit l'angle sous lequel vous vous mettez, ça a été une grande mobilisation. Les chiffres même qu'on entend sont témoins. Même les médias nationaux ou internationaux qui ne veulent pas avancer des chiffres, ils parlent de milliers de personnes. Donc ça a été une réussite. Maintenant, il faut aller au-delà de cette réussite. Alors, il faut montrer aussi qu'il y a eu la capacité même de mobilisation, parce que comme je l'ai dit au départ de mes propos, on pensait à un moment que l'opposition était peut-être émoussée, parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de marche. Donc, ce n'était pas évident. Et elle a montré sa force de mobilisation. Ça montre aussi une unité affichée entre le PDCI et le PPACI au sein du Front commun. Mais cette mobilisation-là amène effectivement, parce qu'au niveau de l'opposition, il ne faut pas l'ignorer aussi, tout le monde n'est pas ensemble. Tout le monde ne va pas dans le même sens. Il y a un groupe avec le Front commun, il y a un autre groupe du côté de la CAP-CI, mais il y a des partis politiques au sein de la CAP-CI qui valident, qui sont d'accord avec la démarche du Front commun. Donc, c'est ceux-là qui ont pu se retrouver à la marche. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre partie de l'opposition qui, on va dire, on a vu Don Melo, on a vu Simone Gbagbo, on a vu Charles Blé Goudé. Vous savez très bien que ces derniers jours, Don Melo a fait le tour. Ils sont dans une affaire d'organisation de la gauche, selon leur thème, selon ce qu'ils disent. Donc, ça dit que c'est une autre vision de la prise de pouvoir. Pendant que le Front commun
à son agenda, à son actualité, eux aussi souffraient du fait qu'ils aient leur actualité et leur façon de voir. Mais ce n'est pas au grand bénéfice de l'opposition. Comme je l'ai toujours soutenu, l'opposition aurait été plus efficace si elle réussissait à se mettre ensemble. Malheureusement, ça dépend du calendrier, de l'intérêt et de l'objectif de chacun. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, ce sont des organisations légalement constituées qui sont indépendantes et qui sont nées pour la prise de pouvoir. Maintenant, le pouvoir, comment on le prend? Certains vous diront qu'il faut aller aux élections, quelle que soit la situation. Il y en a qui diront qu'il faut se battre dans la rue. Chacun a sa façon de voir. Et ce n'est pas, comme je le dis, au bénéfice de l'opposition devant un RHDP qu'on ne va plus présenter à aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire, un parti politique qui fait jusqu'à 15 ans de pouvoir, mais il faut être sérieux en face de lui pour pouvoir s'opposer. Mais quand on ne réussit pas au sein de l'opposition à créer cette synergie, à créer cette stratégie d'action commune, on n'a pas dit qu'il faut que forcément l'opposition ait un seul candidat. Mais au moins, dans la stratégie d'action, si on fait ensemble, ça peut apporter un impact. Mais quand un groupe est à gauche et un autre est à droite, mais vous faites le travail du RHDP et ça, c'est à déplorer. Il y a un impact sur l'opinion, il y a un impact cette réussite-là parce qu'ils ont pu faire passer le message. Mais est-ce qu'il y aura un impact sur les décisions politiques? Parce que cette marche a bien des objectifs, la réinscription de Laurent Gbagbo et d'autres cadres politiques sur la liste électorale, la réforme de la CEI. C'est à cela que je suis en train de venir. Déjà sur l'opinion, cela a un impact. Parce que vous savez, les militants, les observateurs, mais surtout les militants et l'électorat, il y a des personnes qui sont favorables au discours de cette partie de l'opposition-là, mais qui étaient déçus peut-être, qui étaient un peu découragés et tout ça. Quand ces personnes-là voient, ça les réveille. Donc, ce qui veut dire que si jamais ce Front commun veut encore organiser une autre marche, on peut voir plus de personnes que ce qu'on a vu le 9. Parce qu'il y en a qui sont à la maison en train de regretter, en train de se dire, c'est mon point de vue. Il y en a qui sont en train de se dire, mais j'aurais dû être. Voilà. Maintenant, si cela va faire changer la donne politique, je ne pense pas. Parce que le RHDP en face, y compris la CEI, est dans le calendrier électoral. On a 2 ans, on a 2 mois. Voilà, on est à 2 mois des élections. Je ne suis pas sûr que cela puisse aboutir à quelque chose tant qu'il n'y a pas un dialogue politique. Bien. Jean-Yves Gué, votre lecture de la présence, sinon du soutien de Pascal Affi-N'Guessan au Front commun à travers cette marche? Non, je veux faire remarquer que certains leaders de l'opposition, sinon tous les leaders de l'opposition, sont dans un jeu d'ego. Un jeu d'ego pour leur personne, tantôt X à gauche, tantôt à droite en même temps, tantôt Y à droite, tantôt Y à gauche. Et donc cette mauvaise foi de l'opposition, ce jeu d'ego de l'opposition démontre de la stérilité d'idées que l'opposition a remarqué. Pascal Affi-N'Guessan est un leader qui anciennement était au FPI. Avec le courant d'air, on a senti, sinon les faits parlent d'eux-mêmes, avec une coalition avec le RHDP. Aujourd'hui, est contre donc, le RHDP. Donc, pour dire que Pascal Affi-N'Guessan est un exemple d'hommes politiques qui, non seulement sont politiques pour leur propre personne, mais qui n'ont pas de vision claire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en moins de 5 ans, Pascal Affi-N'Guessan, qui est un homme de gauche avec le FPI, se retrouve en parrainage, en coalition avec un parti de centre-droite? Grosse question. Une coalition qui permet au FPI de gagner des sièges. Aujourd'hui, une partie de l'opposition réclame donc un dialogue politique, sachant qu'aujourd'hui, une autre partie de l'opposition est en train de dialoguer avec donc le parti au pouvoir. Donc ce mauvais sens, les mauvaises postures de l'opposition, comme je l'ai dit tantôt, démontrent de la stérilité d'idées de l'opposition. Bien. Marcel Niama, réaction suite à ces différentes réactions sur le plateau? Certains défenseurs du RHDP à sortir un peu de leur état d'esprit assiégé. Je veux dire quoi par là? Chaque fois qu'on leur reproche quelque chose, une idée, une tare, au lieu de chercher à s'en débarrasser, ils reprochent la même tare aux autres. Lorsque j'entends mon frère Bayala dire qu'il y a la démocratie dans ce pays, de quelle démocratie il parle?
lorsque des syndicalistes sont endormis chez eux à 2 h du matin et que des encagoulés vont les chercher, c'est ça qu'il appelle la démocratie. Non, S'il vous plaît, non, Eric Bayala n'a pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Vous allez continuer, M. Niawa. Juste une précision. Hier, sur une chaîne de télévision, le procureur de la République a eu à faire des précisions que les policiers, sinon les forces de sécurité, peuvent mener des opérations en étant encagoulés. Juste une information. Allez-y, continuez. C'est une information que vous donnez. Mais ça, c'est antidémocratique. Dans un pays, lorsqu'on... Bon, ça vous engage, allez-y. Oui, ça m'engage, je l'assume. Dans un pays, lorsqu'un citoyen a commis une faute, on lui envoie une convocation et il s'y rend. S'il n'a pas répondu à la convocation, il y a d'autres méthodes. Mais lorsqu'on n'envoie pas du tout une convocation, on va casser la porte et on va le récupérer encagoulé. Ça, c'est antidémocratique. Ça, il faut le noter. Quand j'ai fini de dire ça, lorsqu'il dit qu'une marche ne peut pas faire changer une chose. Mais je vais dire à mes frères ici sur ce plateau que la marche qu'il y a eu le 9, ce n'est pas un événement isolé. C'est une série d'actions démocratiques que l'opposition va mener. Donc, je pense que... Visant à faire changer les choses. Mais oui, complètement. Toute action, ça peut faire changer les choses. Alors, s'il vous plaît, la grosse interrogation... Non, vous n'allez pas me... Laissez-moi conduire l'émission. J'ai des questions pour vous, M. Niawa. Oui, mais j'ai une idée à exposer. Laissez-moi. Est-ce que cette mobilisation ou cette panoplie d'activités à venir pourront impacter, en tout cas, le calendrier électoral, sinon changer la donne? Moi, je pense qu'il faut laisser l'opposition déployer, le Front commun, déployer ses actions. Le Front commun a commencé par une marche pacifique que j'ai nommé tout à l'heure une digue humaine non violente. Il y a une série d'actions qu'ils vont mener. La preuve, le 9, le 16, le week-end prochain. L'opération Kokoko de Laurent Gbagbo. Le 16 août, il y a Laurent Gbagbo qui prend la parole. Mais qui n'a rien à voir avec le Front commun. C'est tout ça les actions de l'opposition. Chaque fois que l'opposition va mener un meeting ou bien une cérémonie, ça rentre dans le cadre de vouloir faire changer les choses. Le PPACI, qui avait déjà lancé son opération Kokoko avant la mise en place du Front commun, le PPACI n'a pas laissé cette opération. Donc le 16, le président Laurent Gbagbo, qui est l'une des valeurs, des têtes fortes de ce Front commun-là, va prendre la parole. Le 16, à Yopougon, à la place Figayo. Bien. Allez-y, Jean-Yves Gué, ensuite Eric Bayala. Le calendrier, 30 secondes rapidement. Le calendrier électoral est connu bien longtemps en avance. Et toutes les parties prenantes à l'élection présidentielle sont informées du calendrier électoral. Sur la question du parrainage, sur la question du découpage électoral, sur la question même de l'inscription des leaders sur la liste électorale, ils savent très bien qu'une décision de justice étant frappée, leurs leaders ne peuvent pas s'inscrire sur l'électoral. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 2 mois des élections présidentielles, tout subitement l'opposition se réveille par des marches, par des discours de récupération de la communication, pour faire croire que nous sommes dans un État antidémocratique, mais nos frères de l'AES sont dans un État démocratique ou pas? Soyez cohérents à un moment donné. Est-ce que l'opposition existe au Burkina, au Mali, au Niger? Mais en Côte d'Ivoire, il y a une semaine, l'opposition a marché par milliers. Le pouvoir, avec tout l'arsenal diplomatique, avec les forces de l'ordre, aurait pu empêcher cette marche. À un moment donné, il faut que l'opposition se réveille. Bien. Et soit sérieuse. Merci. Eric Bayala, allez-y, réaction rapidement. Oui, ce que je avant la pub. Oui, ce que je veux dire qu'il ne faudrait pas que mon ami reste enfermé dans le carcan des terminologies et autres mots qui sèment des mots ça et là. Non, cher ami. Lorsqu'un individu a commis une infraction, la responsabilité de sa poursuite recombe au procureur de la République. Et c'est le procureur qui a l'initiative des poursuites. Et il engage les moyens judiciaires, les moyens légaux dont il dispose pour que les poursuites se fassent. Mais il ne faudrait pas prononcer le mot de la démocratie de façon sélective. Parce qu'en le faisant, mais on risque de développer des pathologies de compréhension chez les uns et les autres. Parce que la démocratie ne se résume pas, comme je vous l'ai dit tantôt, à un dialogue entre un parti de l'opposition et un parti du pouvoir. La démocratie ne se résume pas seulement parce qu'un individu, fût-il un militant d'un parti politique, a été cueilli chez lui
Et donc, on parle d'absence de démocratie. Mais non, ce n'est pas ça le principe de la démocratie. C'est un ensemble de dispositions qui permettent à une république de garantir les libertés des uns et des autres. Parce que celui qu'on va chercher chez lui à la maison à X heures, l'activité qu'il a menée a porté entorse à la liberté de l'autre. Parce que la liberté des uns s'arrête où celle de l'autre commence. Monsieur Bayala, donc, merci. Pas ça, nous allons marquer une courte pause. C'est l'heure de la réclame publicitaire. On revient juste après. Voilà, nous sommes de retour de la pub et dans cette émission, c'est un spécial décryptage de la marche de l'opposition tenue le week-end dernier. Nous savons que vous posez assez de questions. Nous avons bien sûr invité sur ce plateau Samba David, qui est conseiller spécial du secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge de la mobilisation. Malheureusement, l'invitation a été déclinée à la dernière minute. Eric Bayala, vous aviez la parole avant la pub. Allez-y, juste 45 secondes. Bon, je passe mon tour dans ce cas. Bien, allez-y, Gaël. Réaction suite aux différents propos, notamment de l'union, sinon de l'union au sein de l'opposition politique ivoirienne à travers la présence de Pascal Affi-N'Guessan, qui a eu à lancer un message fort. Je crois que l'opposition a compris que le défi doit être de relever et pour cela, nous devons dépasser nos contradictions partisanes et personnelles pour faire bloc parce que nous devons être à la hauteur des attentes de notre peuple. Pascal Affi-N'Guessan, réaction là-dessus. Affi-N'Guessan, il a toujours de bonnes stations comme ça. Il est très bien démocratiquement. L'acte également, il a eu à poser l'acte. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui est réaliste. Voilà. Si vous vous en tenez à ce discours-là, il n'est pas en déphasage avec ce que nous autres disons depuis toujours. Il faut que cette opposition-là réussisse à se retrouver. Voilà. Mais ce qui s'est passé à Yopougon, vous avez vu, j'ai bien dressé le cas tout à l'heure. Pascal Affi-N'Guessan n'est pas du Front commun. Il appartient plutôt à la CAP-CI. Mais il est venu à cette marche-là, y compris Kaye Eric, la présidente de l'URD aussi, Boni Clavry, et certains présidents de partis politiques, soit de la CAP ou même pas de la CAP. Donc il faut comprendre que cette mobilisation-là aussi pourrait avoir une influence positive sur la cohésion même de l'opposition. Plus on avance, le schéma va devenir encore plus clair dans la tête de tous. Soyons cash, honnêtes et analystes. Il y aura deux groupes au niveau de l'opposition. Un groupe qui va se réclamer peut-être de la gauche, ça dépend de l'idéologie sur laquelle ils vont se mettre, qui ne seront pas forcément avec ceux qui étaient en train de marcher le samedi dernier. C'est une réalité, mais cette forte mobilisation pourrait changer la façon de voir de certains qui n'étaient pas à cette marche-là. À la suite, d'autres vont se rallier, comme certains resteront aussi de leur camp. Et on a 2 mois des élections. Vous verrez que, finalement, à la veille de l'élection, le RHDP sera en lice. Certains candidats de l'opposition qui n'ont aucun problème de façon juridique seront en lice, qu'ils soient populaires ou pas. Et puis, il y aura un autre groupe fort constitué qui va se concerter pour soit dire qu'ils ne vont pas aux élections ou bien trouver un plan B. Voilà ce je peux dire. Bien. Et un mot sur, disons, le Front commun PPACI, PDCI-RDA. Est-ce que, selon votre lecture, cette alliance peut durer jusqu'au-delà de la présidentielle qui se tiendra dans 2 mois? Ben, on va se référer tranquillement à 2020. Il y avait la CDAP, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, dirigée par le président Bédié. C'était le même schéma. Le EDS avait rejoint cette plateforme-là, disons même à la veille des élections. Pascal Affi-N'Guessan aussi avait rejoint. Ils étaient ensemble dans un bloc commun, ce qui a abouti à la désobéissance civile, après au CNT. Et ils ont été ensemble. Après, ils sont allés. Là où ça s'est cassé, c'est lors des législatives. Encore, les ambitions personnelles sont passées devant parce qu'il était question de partager les sièges, se mettre ensemble et y aller. Le président Pascal Affi-N'Guessan a trouvé qu'il a été lésé, le COGEP, certains partis se sont plaints et ils sont partis. Voilà comment la plateforme à l'époque est morte. Et aujourd'hui, on est encore dans la même configuration. Ils resteront ensemble jusqu'au bout. Lorsqu'il y aura les législatives, sûrement, ils iront. Et puis, s'ils réussissent, en fait, le problème, c'est que les gens se mettent ensemble sans pouvoir s'entendre sur un minimum de partage au cas où on doit aboutir à un résultat positif. On dit en général, dans l'opposition, on se met ensemble pour dénoncer le 4e mandat, pour réviser la liste électorale, pour réformer la CEI, pour réinscrire ceux qui ne sont pas sur la liste. Mais
En fait, ils doivent aller au-delà. Tant que l'opposition ne pourra pas aller au-delà de ces éléments qu'ils mettent en avant, depuis quand avez-vous vu une plateforme d'hommes politiques, d'hommes d'intérêt, d'hommes d'ego se mettre ensemble sans qu'on ne sache qui gagne quoi dans l'affaire? C'est là que se trouve le problème. Quand ils se mettent ensemble, il y a une certaine hypocrisie voilée qui ne dit pas son nom. Une hypocrisie assourdissante si vous allez plus loin. Quand vous leur posez la question de comment vous comptez gérer, essayons, si on a un invité, il vous dira tout de suite, non, pour l'instant, on se bat sur les éléments de l'environnement électoral. Mais quand vous finissez de vous battre là, il arrive qu'à un moment, on va dire, on a besoin d'un candidat entre vous. Vous tous, vous voulez devenir président, Bien. à la limite. Merci, qui va rester et qui ne va pas alors, rester? Marcellin Niawa, le fait d'avoir autorisé cette marche, je parle bien sûr du pouvoir d'Abidjan, est-ce un signe de maturité démocratique ou un calcul politique selon votre lecture? Bon, c'est ce que nous avons toujours, l'opposition et tous les Ivoiriens ont toujours demandé. Est-ce que vous êtes de l'opposition? Attends, j'ai dit les Ivoiriens et l'opposition ont toujours demandé le respect des lois en Côte d'Ivoire. L'article 20 de la Constitution donne le droit de manifester, de faire des marches, de faire des sittings. Donc pour ça, on ne peut pas lancer des lauriers à quelqu'un. Mais ce que je voudrais indiquer, cette marche-là, elle positionne le Front commun comme une force incontournable désormais. Dans l'opposition ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, comme une force incontournable. Également au sein de l'opposition? Oui, d'accord, mais même l'opposition, ce que... Non, je n'affirme pas, je demande. Oui, laissez-moi faire mon développement. Quand certains disent, parce qu'un tel n'est pas venu, moi je pense que c'est une série d'actions que le Front commun est en train de mener. Aujourd'hui, certains sont venus. Attendez que la prochaine événement encore, ceux qui vont venir, peut-être qu'ils seront plus que ça. On le souhaite. Voilà ce que je vais indiquer. Lorsque mes vis-à-vis disaient tout à l'heure que la marche, ça ne peut rien donner parce qu'on est à 2 mois des élections, je pense qu'il faut éviter de faire preuve de mauvaise foi. L'opposition, ce n'est pas à 2 mois qu'elle a demandé à discuter. L'opposition, depuis 2024, demande à discuter. Le RHDP, en se comportant de la sorte, on l'a toujours dit, qu'est-ce que le RHDP gagne en partant autour d'une table de dialogue? Mais lorsque M. Bayala dit, une table ne peut pas régler un des problèmes, mais là, il fait fausse route. Non, je ne l'ai jamais dit. Bon, d'accord. Non, vous aurez la parole. Oui, mais il faut que je lui dise, je n'ai jamais dit qu'une salle... La table de discussion ne va rien donner. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Monsieur Niawa, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous aurez la parole. Monsieur Bayala, 15 secondes, juste rectification. Ensuite, vous allez reprendre la parole. Allez-y. Voilà ce que j'ai dit. Je dis que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue entre le pouvoir et une partie de l'opposition ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Bien. Voilà Merci. ce que j'ai dit. Allez-y, je n'ai jamais dit qu'une table de dialogue n'est pas réglé. On vous a bien compris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition, le Front commun est devenu une force incontournable. L'opposition, le Front commun appelle une table de discussion. Je pense que c'est le lieu le mieux indiqué pour éviter toutes sortes de problèmes à la Côte d'Ivoire. Je n'arrête pas de le dire. Il faut qu'on sorte des cendres des élections de 2011, 2012 et de 2020. À chaque élection en Côte d'Ivoire, il faut compter des morts. Il faut compter des morts. Il faut éviter ça. En 2020, il y a eu des têtes coupées. On a joué des ballons de foot avec des bacs à verre. Il faut finir avec ces pratiques. Nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, lorsqu'on se positionne et on regarde les autres pays, quand il y a des élections au Ghana, ça se passe calmement. Il n'y a pas de bruit. Quand il y a eu des élections récemment au Libéria, il n'y a pas eu de bruit. Est-ce que nous ne pouvons pas copier ces bons exemples? Et je pense que l'opposition, surtout le Front commun, est dans cette logique d'apaisement pour qu'on puisse avoir des élections justes, transparentes. Il n'est jamais tard. Quand certains disent qu'à 2 mois, on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas que, il y a aussi, je cite les propos de Sébastien Dano-Didier, président exécutif du PPACI, sur lesquels vous allez réagir. Nous ne voulons pas un 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Nous exigeons le respect de la Constitution. Quel article autorise un 4e mandat, a-t-il confié à nos confrères de Radio France Internationale? Réaction là-dessus? Oui, mais monsieur, le président exécutif du PPACI a raison. Les rédacteurs de la Constitution de 2016 ont été clairs depuis le début. Le ministre de la Justice est allé devant les élus de la nation, l'Assemblée nationale. Ce jour-là, il a été clair. Il dit M. Ouattara ne peut pas faire. C'était avant le 3e mandat. M. Ouattara s'est prévalu de la mort de M. Amadou Gon pour dire que Amadou Gon est mort
à quelques mois des élections, donc il était obligé d'y aller. Il est parti, c'était un cas de force majeure d'après lui. Aujourd'hui, là, où est le cas de force majeure? En le disant, en reconnaissant que c'est le cas de force majeure qui le pousse à être candidat, ça veut dire qu'il reconnaît que lui-même, qu'il n'avait pas le droit de faire le troisième mandat. C'est vous qui le dites. Non, oui, mais c'est ce que... Alors, Jean-Yves, réaction. Il faut qu'on sache quelque chose. Dans un état de droit, il y a des institutions qui existent. Jean-Yves Gué peut avoir son opinion sur une décision de justice. Pareil pour Sidik, pareil pour Éric Bayala. Dès lors qu'il y a un juge qui tranche, on devrait normalement se plier à la décision de justice. Le seul arbitre, encore une fois, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, le seul arbitre, la seule institution compétente à l'effet de dire est-ce qu'il est opportun, est-ce qu'il est légal le énième mandat du président Alassane Ouattara est le Conseil constitutionnel. Que l'opposition se réveille, se batte dans les idées, aller aux élections présidentielles, dépose des dossiers de candidature et le juge tranchera. Bien. Éric Bayala, l'opposition politique exige le respect de la Constitution. Réaction? Oh, mais comme je le disais, je dis que il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette affaire. Il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette affaire parce que il n'y a pas quelqu'un qui respecte la Constitution mieux que celui qui la garantit de par la première des institutions que la Constitution elle-même révèle, qui est le président de la République. Voilà. Et quand M. Nyawa parlait de cas de force majeure, en disant que le président Alassane Ouattara dit, en reconnaissant qu'il y a un cas de force majeure, ça veut dire qu'il n'avait pas le droit. Non. Il ne s'adressait pas, il ne mettait pas en porte-à-faux la contradiction. Il s'adressait non seulement aux militants du RHDP pour dire que j'ai choisi un parmi vous, malheureusement, il n'est plus. Donc, je suis obligé, quand bien même que je avais dit que je passais la main, je suis obligé de rempiler. Ça ne veut pas dire qu'il est en contre-faux avec la Constitution. Maintenant, je parle un peu du réalisme de l'opposition. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on soit habité par un certain amnésisme qui fait qu'on devient tous amnésiques, comme si ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui n'ont pas dirigé la Côte d'Ivoire d'hier. Si c'est dans ce pays, ils ont décrété le plateau zone rouge, où aucun individu n'avait le droit d'y mettre les pieds. De quelle démocratie parlons-nous pendant que ceux qui étaient aux affaires avaient interdit formellement aux uns aux autres leurs droits constitutionnels? En ce moment-là, l'article 20 de la Constitution n'existait pas. Quand ceux d'alors décrétaient le plateau zone rouge, mais arrêtez. Il n'y a pas de pouvoir qui garantit mieux les libertés collectives et individuelles que le pouvoir du président Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Parce que tous ceux qui ont dirigé cette Côte d'Ivoire-là, on vous a vu à l'étrier. On vous a vu comment est-ce que vous vous êtes comporté quand vous avez ce qu'on appelle les levées du pouvoir. Et donc, ce n'est pas dans un passé lointain. Nous sommes tous contemporains des faits. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter. Quand on parle de quoi encore, en ce qui concerne même le prétendu 4e mandat dont il parle. Mais non. Vous avez tenté d'assassiner la démocratie à travers le CNT, toute l'opposition ivoirienne confondue. En 2020, les institutions de la République ont pris le dessus, ont survécu, la Côte d'Ivoire est restée debout. Et donc, on ne peut pas avoir tous participé à des élections sorties de 2020 à travers cette même constitution au niveau législatif, au niveau des élections municipales et régionales, qui ont d'abord commencé par l'élection du président de la République dans le premier mandat de la 3e République et refuser aujourd'hui qu'il puisse faire le 2e mandat de la 3e République et parler d'un 4e mandat. Merci. Pourtant, vous avez participé à toutes les élections consécutives à l'élection du président de la République à l'occasion de son premier mandat de la 3e République. Gaël Lakba, nous venons maintenant sur des propos de Noël Akossi-Benjo, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de cette marche. Il a dit en substance, je cite, « Nous demandons à travers votre voix que nous essayons et que nous nous asseyons et discutons. Nous demandons au pouvoir de comprendre que nous ne pouvons pas aller dans le mur. Nous n'acceptons pas d'aller dans le mur. » A-t-il dit? Réaction là-dessus? Ce discours, il n'est pas nouveau. Moi,
depuis plus de 2 ans, on va dire 2 ans, 1 an et demi, tout ça, c'est la même chose que l'opposition demande. Aujourd'hui, on est face à une réalité, l'opposition a pu marcher à Yopougon. L'opposition, à travers le PDCI aussi, a pu marcher à Cocody, il n'y a pas 2 mois de cela. Il fut un temps où l'opposition demandait la possibilité de pouvoir marcher. Donc, à force de demander, finalement, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, le dialogue politique tant demandé, c'est vrai, nous étions jusqu'à la phase 5, mais moi, je dis toujours que ce n'est pas d'un dialogue politique qu'on a besoin. Parce que si vous vous souvenez, on a fait phase 1, 2, 3, 4, 5, mais vous voyez que les problèmes là demeurent. Il y a un problème. Ce n'est pas un dialogue politique. Notamment la réforme de la CEI qui revient. Ce sont les mêmes choses qui reviennent. Depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans, ce sont les mêmes problèmes. Tout dépend de qui est au pouvoir, mais les problèmes demeurent. On a besoin plutôt d'un dialogue national. Parce que quand on parle de dialogue politique, l'opposition, le pouvoir, quelques sociétés civiles qui en réalité même, on le dit, ne le sont pas, parce que même quand les sociétés civiles sont là-bas, on sait qui est là-bas. Ce sont encore des politiques déguisés. Ceux même qui se réclament vraiment de la société civile en général, ils ne participent même pas à ce dialogue. Voilà pourquoi ils disent dialogue politique. Un dialogue national où toutes les couches sociales sont convoquées, qui peut se faire même sur 1 mois, sur 2 mois, pour qu'on revienne à la base. De quoi? De ce que recommande la Constitution ivoirienne. Quand on aura fini de régler tous ces problèmes, on ne verra plus tout le temps l'opposition. Le RHDP qui est là aujourd'hui, demain, il peut se retrouver dans l'opposition. Quand il sera dans l'opposition, s'il doit se plaindre de quelque chose, il ne faudra pas que ce soit encore ces mêmes problèmes de CEI, on a écarté un candidat et tout, et tout, et tout. Donc, il faut plutôt un dialogue national qu'un dialogue politique. Donc, je vais revenir encore sur ce que Noël Akossi-Bendio a dit. C'est un discours qu'ils ne font que répéter depuis, parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore eu ce dialogue-là. Ils ont besoin de s'asseoir avec le pouvoir pour en discuter. On avait cru voir une lueur quand le RHDP avait reçu la CAPCI pour la première fois, où Mme Simone Gbagbo même était chef de délégation. On pensait que c'était une lueur qui allait finir par déboucher sur le dialogue national dont je parle. Malheureusement, là encore, il y a un problème, parce qu'il y a un groupe, même aujourd'hui où nous parlons, ce lundi 11, il y a un groupe, le groupe qui avait été reçu la semaine dernière, qui doit être encore reçu aujourd'hui. Ils ont dit que c'est la dernière fois qu'ils iront. Et à partir de là, on saura s'ils vont sur un dialogue national ou si ça va rester circonscrit à certains partis politiques. Donc, à ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que les membres, les responsables de l'opposition demandent le dialogue jusqu'à même au soir des élections. Tant qu'ils n'ont pas eu, ils vont tout le temps demander. Et je pense qu'il serait bien pour le pouvoir d'accepter de les recevoir, qu'ils puissent se parler. Ils ne peuvent pas forcément avoir tout ce qu'ils veulent, mais on peut faire quand même quelques concessions pour les Ivoiriens. Marcelin Niawa. Oui, merci. Mais je voulais dire, tout à l'heure, M. Bayala a dit que la démocratie a été assassinée par le CNP. Je crois qu'il fait une mauvaise analyse, une mauvaise appréciation. La démocratie en Côte d'Ivoire, elle est assassinée depuis avril 2011. Lorsque le RHDP a refusé de reconnaître la décision du Conseil constitutionnel pour aller s'asseoir au Golfe, à l'hôtel du Golfe. C'est à cette date-là que la démocratie, elle a été assassinée. Maintenant, lorsqu'il porte des accusations contre le président Laurent Gbagbo, je crois que son discours n'est pas crédible. Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye. Il a été jugé pour tous les crimes qui ont été posés ici en Côte d'Ivoire. Il est sorti vainqueur. Il a été blanchi, il est revenu. Lorsque Laurent Gbagbo vient, il faut maintenant voir de votre camp avec quel instrument vous partez marcher et puis on vous a refusé. Je crois que c'était avec des RPG que vous marchiez. Dans un état de droit, on ne marche pas avec des RPG. Il faut Maintenant, ça pourrait insister pour dire aussi que M. Bayala, il faut qu'il fasse l'effort. Ce qu'on appelle le surhomme. C'est à ça qu'on appelle le RHDP. Il faut que chacun de nous se surpasse. Parce que ils sont toujours dans une logique de vaincre et non de convaincre. Lorsqu'on décide d'appeler à un dialogue, c'est pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions aux réels problèmes. Il peut y avoir 1000 dialogues. Il dit oui, 5e dialogue, 10e. Ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qu'on ressort, on retire de l'acte? Et c'est ça qui est la préoccupation de l'opposition. La question que certains Ivoiriens se posent, c'est l'efficacité des dialogues politiques, parce qu'on a des dialogues politiques et puis les mêmes problèmes reviennent à chaque fois. Ce n'est pas l'efficacité du dialogue politique qui pose problème, c'est la mauvaise foi du RHDP.
Parce que quand tu vas à un dialogue... Est-ce qu'on ne parlerait pas de mauvaise foi de toute la classe politique ivoirienne? Non, déjà même le fait même de refuser déjà, c'est qu'il y a un problème. On appelle le RHDP au dialogue et il biaise. Jusque-là, ce que mon vis-à-vis disait tout à l'heure. Le gouvernement au dialogue et non le RHDP. Mais on est dans un parti État. Non, c'est le dialogue politique, c'est avec le gouvernement ivoirien ainsi que les partis politiques dont le RHDP. Le gouvernement ivoirien, le gouvernement RHDP, on l'invite à un dialogue. Le dialogue, là, ça lui coûte quoi? Au lieu de dire, nous sommes à 2 mois. Et je répète pour dire que l'opposition n'a pas demandé un dialogue à 2 mois. L'opposition n'a que le seul moyen, c'est la table ronde, s'asseoir, poser les problèmes, les égrener un par un. Et puis à partir de là, on trouve les solutions. On peut s'insulter autour d'une table de discussion, mais l'essentiel, c'est de retrouver les réelles solutions aux problèmes qui sont posés. Est-ce que le RHDP est dans cette disposition? J'ai dit non. Donc c'est l'entêtement du RHDP qui pose le problème. Bien compris. Jean-Yves Gué, pour terminer rapidement, 45 secondes. Je suis d'accord. Je voulais rebondir. Je suis d'accord que dans un état de droit, il faut constamment dialoguer. Il est extrêmement important que le pouvoir en place entende le cri de l'opposition à l'effet donc de mettre en place un dialogue avec ses pairs. Par contre, il faut demander à toutes les parties prenantes au dialogue de respecter les décisions à la suite de ce dialogue. Mais dans l'ancien dialogue politique, il avait été instauré le parrainage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à quelques mois des élections, la même opposition qui était assise au dialogue, qui a même demandé le parrainage, se retrouve aujourd'hui à dénoncer le parrainage? C'est de l'incohérence, c'est de la mauvaise foi. Oui, il faut dialoguer dans un État, il faut que le pouvoir crée des conditions pour discuter avec ses pairs, mais il faut que toutes les parties, dont l'opposition, respectent les décisions qui seront prises à l'occasion de ce dialogue. Allez-y rapidement. Oui, mon ami Nyawa, j'ai l'impression que vous êtes sur le plateau, mais apparemment, vous n'êtes pas ici avec nous. Parce que si vous étiez avec nous et que vous suivez mes propos, jamais je n'ai attaqué Monsieur le Président Laurent Gbagbo. J'ai décrit un état de fait sur l'ensemble de gouvernance de tous les partis qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et donc, si vous estimez que ce que j'ai dit, c'était du temps du président Laurent Gbagbo, c'est que c'est vous qui le dites. Non, c'est toi ça, qui c'est d'abord un. La seconde chose que je voulais dire, rapidement, et ça, il faut que vous le sachiez, que vous le compreniez, mais avec beaucoup de doses d'humilité, je ne vous prends pas de prendre la hauteur, mais de prendre de l'ascension. Pour que vous puissiez comprendre que le principe de la démocratie ne se résume pas à un dialogue entre un parti politique et un parti au pouvoir. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas parce que vous avez demandé une fois une discussion politique qui a déjà eu lieu 5 fois qu'on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Mais ce n'est pas un seul parti politique qui demande le dialogue. Mais justement, la cadence et la marche de la République ne se résument pas à des dialogues. Mais si, il faut dialoguer. Non, pendant que vous demandez des dialogues, le président du RHDP, le président de la République, est plutôt préoccupé à comment donner de l'eau, de l'électricité, faire des routes, donner le mieux-être aux Ivoiriens. C'est pour cela qu'il a été élu. Il n'a pas été élu pour donner des audiences à des partis politiques dans un dialogue politique. Monsieur. Non, il a été élu pour apporter le bonheur aux Ivoiriens. Et c'est à cela qu'il s'attelle. Merci Eric Bayala. C'est l'heure du carton rouge. Voilà, c'est l'heure du carton rouge, le premier carton de cette semaine avec Gaël Lakba. Mon carton rouge va aller dans le monde des médecins, donc à l'hôpital. Carton rouge à tout ce personnel, ces gens, ces médecins, ces sages-femmes et tout ce personnel des hôpitaux, de nos CHU, qui accueillent très mal les patients lorsqu'on s'y rend. Ils se reconnaîtront dans ce carton rouge-là, ces médecins, ces sages-femmes, ce personnel-là, qui, dans les hôpitaux, dans l'exercice de leurs fonctions, voient des malades venir, voient des patients, des visiteurs, et puis ils ne les regardent même pas. Des malades couchés à terre, ils sont là pour ce travail, mais ils ne s'en occupent pas. Souvent, ils appréhendent très mal même les gens, ils répondent mal. Et carton rouge à ces personnes-là, j'appelle le ministre de la Santé à toujours. La dernière fois, je l'ai vu faire des visites inopinées dans certains centres. Il faut que cela s'intensifie. Il ne faut pas seulement que ce soit lui. Il faut que des équipes de supervision passent dans ces centres-là pour voir si réellement les gens font bien leur travail. Parce qu'on a l'impression que là-bas, il y a un certain désordre souvent. Carton rouge. Yves Gué, carton rouge. Carton rouge à Jean Makiassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo.
L'année dernière, nous avions eu notre Assemblée générale. C'est plus de 180 millions en ligne rouge où est passé l'argent de Taekwondo In. Sous Jean-Marc Yassé, c'est une crise continue au taekwondo, avec moins de présence auprès des maîtres de salle. Sous Jean-Marc Yassé, c'est plein d'harcèlement sexuel de la part des coachs qui sont après réintégrés dans le système. Sous Jean-Marc Yassé, c'est moins de présence d'athlètes à l'international. Donc, carton rouge à Jean-Marc Yassé, lorsqu'on n'est pas prêt à porter sous son dos le poids des maîtres de salle, il est bien de ne pas s'aventurer dans un système qu'on ne maîtrise pas. Bien, Marcel Niawa, carton rouge. Carton rouge au gouvernement et au RHDP qui refusent de discuter. Le Front commun vient d'organiser une marche le week-end dernier qui montre bien que le pouvoir RHDP est un pouvoir insignifiant qui s'impose par la brutalité. Il faut sortir de cette brutalité-là. Donc, c'est pourquoi l'opposition demande une discussion pour que tous les Ivoiriens puissent se retrouver dans la paix. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Ah oui, on ne demande pas à quelqu'un qui est insignifiant de discuter. Et je veux dire que je donne mon carton rouge à cette opposition qui est de mauvaise foi. Hier, elle parlait d'artifices juridiques pour éliminer leur candidat. Disait que c'est par une justice aux ordres que certains candidats ont été éliminés. On peut comprendre. Mais ils sont allés même au-delà de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où ils ont été déboutés. Aujourd'hui, ce discours a disparu de leur vocabulaire. Ils n'en parlent plus. Ils sont même aux Nations Unies pour certains. Ils ont été également déboutés. Et donc, si les Nations Unies, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, arrivent à dire que ce ne sont pas des artifices juridiques et qu'aucun droit n'a été bafoué, il faut qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître qu'ils sont du passé, ils n'ont plus rien à proposer et que les Ivoiriens ont un avenir qu'ils comptent avec le président Alassane Ouattara. Bien, c'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 200. 200, c'est le nombre de conducteurs interpellés en Côte d'Ivoire en seulement 3 semaines pour usage de plaques d'immatriculation non conformes depuis le lancement de l'opération spéciale le 15 juillet dernier. Information rendue publique par Omar Sako, le directeur général du transport terrestre et de la circulation, lors d'un entretien accordé au Centre d'information et de communication gouvernementale CICG dans le cadre de la lutte contre l'incivisme sur nos routes. Réaction là-dessus, Jean-Yves Gay. Non, mais effectivement, il faut de plus en plus sensibiliser les Ivoiriennes et les Ivoiriens sur l'importance de se conformer à la législation. Effectivement, il faut qu'à un moment donné, l'État mette en place, après la sensibilisation des mesures, pour sanctionner toutes les personnes qui ne vont pas respecter la loi. C'est pareil pour nos amis de l'opposition. Et donc, à un moment donné, il faut que tout le monde soit le policier de son ami. Bien, Gaël Lakpa, il y a aussi des personnalités qui sont dans ce cas, sinon des autorités également. La question me fait sourire parce que ça fait quand même quelques mois qu'on en parle. Vous voyez 200 plaques d'immatriculation en seulement 3 semaines. Le chiffre doit interpeller. Ce n'est pas que ces 200. Moi, j'ai envie que la direction du territoire, dont le directeur général que je salue au passage, qu'ils ont loin pour nous dire qui sont ceux qui utilisent ces plaques d'immatriculation-là. Et les fabricants également. Parce qu'il y a des fonctionnaires, bon, je n'ai pas fini des enquêtes, mais de ce que je sais, il y a des fonctionnaires qui ont normalement des véhicules plaques jaunes qui ferment avec les plaques d'UV. Ils ont leur raison. Il y a des personnes qui ne dédouanent pas les véhicules et qui les font entrer sur le territoire, qui mettent les plaques. Voilà pourquoi. Et puis, il y a les forces de l'ordre qui ont, normalement, avant, avaient des plaques noires. Ça n'a rien à voir, je crois. La plaque des forces de l'ordre a changé. Voilà, c'est différent. Elle a changé tout récemment. Mais je pense plus qu'il faut regarder du côté des véhicules non dédouanés. Bien. Parce que ce qui fait que, vous remarquez quand souvent, il y a le contrôle, il y a en même temps une certaine fluidité, parce que chacun cache son véhicule. Il faut qu'on intensifie pour que chacun se mette en règle. On n'a pas besoin de sensibiliser encore un Ivoirien sur cette affaire. Je crois qu'il y a une loi qui a été promulguée maintenant pour sanctionner. Bien, Eric Baya, la réaction. Oh, oui, mais je veux dire que c'est non seulement au-delà des plaques banalisées dont on parle, il faut saluer le mérite et le travail de M. le directeur général
des transports et de la circulation, M. Ouma Sako, qui fait vraiment un travail remarquable. Mais au-delà de ça, je pense que ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est le fait de savoir que nos frontières restent encore poreuses en termes d'entrée de façon irrégulière de voitures non dédouanées en Côte d'Ivoire. Parce que pour la plupart de ces véhicules, ce sont des véhicules qui n'ont pas pris rendez-vous avec le dédouanement. Et donc, une fois, non seulement ils sont là, les plaques sont banalisées, mais à côté de ça, c'est qu'avec la vidéo-verbalisation aujourd'hui, une plaque qui est banalisée n'est pas rattachée à un individu. Donc, la plaque, sinon le propriétaire, le détenteur d'un véhicule dont la plaque est banalisée, peut commettre un accident grave et puis s'en tirer à bon compte parce que ça sera difficile de le retrouver après. Et donc, voici la nécessité pour la Direction générale des transports d'intensifier non seulement le travail pour que vraiment on ait cette attitude citoyenne qui commande que chacun d'entre nous se mette en règle. Bien. Marcelin Niawa. Oui, la sensibilisation, la répression, d'accord. Mais moi, dans un premier temps, il faut d'abord sensibiliser. Il faut suffisamment informer le peuple, les citoyens, sur la nécessité de ne pas aller dans ce sens. Maintenant, quand on a fini de faire ça, il faut beaucoup de courage. Parce que celui qui utilise les plaques banalisées, ce n'est pas l'habitant de Bramacoté, c'est ceux qui ont les moyens, qui dirigent le pays. Donc, il faut beaucoup sensibiliser, il faut être beaucoup courageux pour pouvoir réprimer ceux qui vont dans ce sens-là. Et puis surtout, voilà, donc voilà un peu quoi. Bien, merci Marcelin Niawa, Jean-Yves Gué, Gaël Lakpa et Eric Bayala. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News. Nous parlerons de l'actualité du mardi. Et bien sûr, à cette actualité sera ajoutée les différentes rencontres entreprises par Awa Donmelo seront au cœur de cette émission à suivre demain mardi 19h50. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.